Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le mercredi 13 octobre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au sommaire, au programme aujourd'hui on va voir le Bitcoin, d'accord, on va essayer de réfléchir ensemble où sont les prochains supports et résistances. Ensuite on étudiera un peu ce qu'on appelle la courbe des futurs, Futures Curves, et un peu l'open interest. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement pour ensuite enchaîner sur la dominance du Bitcoin, celle qui est en train actuellement de faire mal aux altcoins. Et enfin, on verra Ethereum, qui lui aussi est en train de consolider et a un shop plus que chargé. On ira chercher l'indice des altcoins, voir un peu qu'est-ce que nous raconte l'ensemble des altcoins qui sont regroupés dans cet indice FTX. Et enfin, vous me demandez souvent ce que j'ai dans mon portfolio et aujourd'hui on va parler diversification avec des actions que j'ai dans mon portfolio. On va essayer rapidement de voir ensemble où sont les niveaux de support et résistance du Bitcoin. Alors on va essayer de faire ce travail ensemble. Pourquoi ? Parce que je veux que vous appreniez à bien comprendre où sont les supports et résistances de vous-même, d'accord ? Que vous appreniez à sentir ces niveaux de vous-même. Alors comment je fais ? Tout simplement, je vais me rendre ici en weekly d'abord. Alors c'est très important de comprendre où sont les niveaux de support et résistance et ce visuellement. On doit savoir visuellement d'un coup où se retrouvent ces supports et résistances et on doit le comprendre de façon, on va dire, assez claire. Mais on doit le ressentir, d'accord ? On ne trace pas une résistance ou un support n'importe comment. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on voit immédiatement sur cette zone aux alentours ici des 60 000 $? On voit bien ici que le prix n'a jamais réussi à accéder en clôture weekly au-dessus des 60 000 $. Donc pour moi ici, c'est une zone de résistance clé. Clôture qui s'est faite ici à 60 125 et derrière, on n'a pas réussi à s'affranchir de ce niveau. Donc ici, tout simplement, on note résistance weekly. Quelle autre zone ici instinctivement me vient à l'esprit ? Par exemple, tout simplement ici, cette clôture. D'accord ? Clôture ici weekly à 58 200. On voit que c'est la dernière clôture la plus haute avant le run baissier. Donc ça, c'est un niveau en clôture significatif qu'il faut prendre en compte. Donc comme vous pouvez le voir, je trace uniquement des horizontales. Pour moi, les horizontales sont les niveaux les plus importants. Encore une fois, chacun voit sa stratégie comme il l'entend. Pour ma part, je ne trade uniquement les niveaux horizontaux. Ensuite, donc on constate ici que 58 200 est une zone de résistance. Évidemment, on peut se rendre un tout petit peu plus bas ici pour englober le reste de cette zone de support et résistance. Donc ici, à peu près 56 000 $. Alors pourquoi à ce niveau ? On voit bien qu'on a une clôture qui se fait ici, un bas, une clôture. Donc plus ou moins, on va dire, notre grosse zone de résistance se trouve actuellement ici entre 56 000 et 60 000 $. Ici, qu'est-ce que j'appelle ce niveau ? J'appelle tout simplement ça une zone d'offre parce que ici, beaucoup seront pressés de revendre leur Bitcoin. Tous ceux qui ont acheté ici le top, ici, n'attendent qu'une chose, c'est de respirer et de voir à nouveau leurs euros revenir. Et ils se disent ici, voilà, le Bitcoin est un scam, j'ai acheté le haut, je veux m'en sortir, je veux plus jamais revenir dans cet actif. D'accord ? Tous ceux qui ont acheté ici, donc croyez-moi, il y en a beaucoup, seront ravis de vendre ici leur Bitcoin. Donc ça fait une zone de résistance importante. Donc comme je disais, c'est pas dans ce genre de zone où je suis complètement serein de faire un achat Bitcoin. Pourquoi ? Parce que je me dis qu'ici, à tout moment, on peut faire un retracement et dans ces cas-là, je vais être prêt pour le retracement pour me placer à nouveau. Donc, toute cette zone ici est une zone de résistance. Alors, si vraiment cette semaine et la semaine suivante, vous savez, ça peut aller très vite, on aurait fait un breakout, qu'on aurait eu une bougie ici qui vienne clôturer au-dessus de, par exemple, cette résistance weekly, donc une clôture weekly au-dessus, j'aurais très bien pu acheter le breakout parce que généralement, lorsqu'il y a un breakout de la sorte, ça va très très vite et s'il n'y a pas de rejet, s'il n'y a pas de réintégration, on pourrait casser des niveaux extrêmement rapidement. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, si on clôture la semaine comme ça, donc encore une fois, il est bien trop tôt pour en parler, mais ça serait une bougie de retournement. Donc, en tout cas, pour l'instant, je ne suis absolument pas pressé de me placer, en tout cas, d'un point de vue weekly. Alors maintenant, on va essayer de décortiquer ensemble les prochains supports, parce que c'est ça qui nous intéresse, d'accord ? Si on n'a pas réussi à se placer, on cherche les supports. Et de la même façon qu'on a fait ce travail sur les résistances, on doit essayer de faire ce travail sur les supports. Alors d'après vous, quel est le niveau qui a servi le plus à supporter le prix dans cette zone ? Instinctivement, on va dire que par ici, j'ai déjà une zone de support. Pourquoi ? J'ai un haut de bougie qui se met en place ici, donc presque un bas, un haut de bougie.
D'accord? Donc on voit ici que 52 800 est une zone de support. Donc pareil, ici je note support. Donc le but du jeu, il est simple, hein, c'est d'englober le plus de niveaux. Plus il y a des niveaux techniques comme des clôtures et des bas ou des hautes bougies, plus c'est un niveau intéressant. Deuxième niveau qui me vient à l'esprit, instinctivement, c'est celui des 50 000 $. Donc en plus, ça tombe pile sur un prix psychologique, donc tant mieux. Un haut de bougie, un bas, un bas, un bas, presque une clôture, un haut, etc. Donc on voit que c'est un niveau important. Donc ça y est, on va dire que j'ai plutôt relativement bien réussi à faire ce travail de support et résistance. Encore un deuxième ici, on pourra en rajouter une à peu près ici. Et on a nos niveaux de support et résistance weekly. D'accord? Donc c'est des niveaux weekly. Donc ça nous intéresse en macro. Donc maintenant, on diminue le graphique et on passe en daily. En daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit une belle bougie de retournement. Donc évidemment, ça devient évidemment légèrement compromis d'aller faire le breakout tout de suite. D'accord? On voit que là, ça y est, ça s'est calmé. On voit qu'on a réintégré. Donc pour l'instant, c'est une déviation. Donc évidemment, on voit ce que la déviation s'annule. C'est si vraiment on revient faire un breakout sur ce niveau. Et là, dans ces cas-là, on reprend le run. Mais pour l'instant, on voit bien qu'on a une première déviation baissière. Donc ça voudrait peut-être dire qu'on va peut-être continuer à corriger. Encore une fois, ça ne sert à rien d'être trop bearish, trop bullish, dans le sens où tout peut arriver, tout simplement, et que l'analyse technique est juste là pour nous aider à avoir un raisonnement, mais en aucun cas peut nous indiquer le futur. Si demain l'annonce de l'ETF est là, peu importe la raison, on peut très bien avoir une énorme bougie qui vient faire un breakout, et dans ces cas-là, peu importe ce qu'on avait établi ensemble avant. D'accord? N'oubliez pas ce genre d'éléments. Maintenant, quels sont les prochains niveaux qui m'intéressent? D'abord, l'ouverture et la clôture du lundi m'intéressent. Pour moi, c'est extrêmement important comme niveau. Clôture, haut du lundi qui sont quasiment confondus, on les laisse. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que ça peut être tout simplement une zone de résistance prochainement. D'accord? C'est-à-dire que si on vient repartir par ici sur les 50 400 qui est la clôture du lundi et qu'on bute dessus, possible que ce soit une belle entrée short. Encore une fois, à vos risques et périls sur les shorts. Je donne juste une optique de travail. Donc maintenant que j'ai ma clôture du lundi, c'est évidemment un niveau qu'il faut que j'observe avec attention. Maintenant qu'on a établi ces niveaux, on va essayer maintenant avec Fibonacci d'essayer de déterminer des zones importantes et intéressantes. On voit qu'on a les 23,6. Je vous rappelle que si on conserve les 23,6, généralement, ça peut être une consolidation bullish sous résistance, donc qui pourrait mener éventuellement à un breakout, si on arrive à conserver ces niveaux. On voit que c'est assez convergent ici avec le support weekly. Et ici, on a les 38,2 et enfin les 0,5 de Fibo. Donc tous ces niveaux, on va dire, sont les niveaux à surveiller de très près en cas de pullback. Donc, n'oubliez pas que s'il y a un pullback, ça sera rapide et que ça sera vos uniques chances de vous placer avant un éventuel vrai breakout. D'accord? Évidemment, à partir d'ici, on pourrait repartir en tendance baissière, etc. Mais maintenant, n'oubliez pas, en weekly, en daily, on est en tendance haussière. Donc, les probabilités, c'est qu'en cas de correction, on finisse par remonter. Alors oui, s'il y a un pullback, ça sera certainement accompagné de très mauvaises news, etc. Ça ne donnera pas envie de se placer, mais généralement, ça sera le moment de se placer. Encore une fois, on est sûr de rien, donc gérez votre risque et vous verrez que derrière, vous comprenez que vous ne pouvez pas toujours gagner, mais vous savez ce que vous perdez, vous savez ce que vous gagnez. D'accord? Donc, très important de comprendre votre risque. Donc, c'est les zones qu'on va surveiller. Qu'est-ce que je fais en général pour savoir si oui ou non c'est le moment de se placer ou non? Généralement, ce que j'attends, c'est la petite correction. D'accord? C'est-à-dire que si ici, par exemple, éventuellement, j'ai la première correction, j'ai le premier creux, la première bougie rouge, j'attends généralement la première remontée et j'attends généralement le deuxième coup. Et si au deuxième coup, on repart à la hausse, généralement, c'est que c'est le début de la suite. D'accord? Donc, c'est ce que j'appelle une absorption. Je vous rappelle que j'ai fait un tuto entier sur l'order flow, donc vous pourrez comprendre cette notion d'absorption. Maintenant, on va passer rapidement à la courbe des futurs. D'accord? On voit ici que les futurs et la courbe des futurs est largement plus intéressante qu'elle ne l'était il y a quelques semaines. D'accord? Je vous rappelle qu'avant, on était aux alentours de 4%. Donc ça, c'est pareil. Je ne peux pas trop passer du temps à expliquer qu'est-ce que c'est que la courbe des futurs, mais en gros, c'est les contrats à terme, donc qui nous coûtent plus cher que le perpétuel. Ça veut dire que généralement, quand il y a un intérêt sur le long terme ou le court moyen terme, généralement, les investisseurs sont prêts à payer plus cher le contrat à terme. Donc c'est ce qu'on appelle du contango. À l'inverse, quand les futurs deviennent négatifs, là,
c'est là où on peut sentir que éventuellement la demande se faiblit et dans ces cas-là, les gens ne sont plus prêts à payer plus cher les contrats à terme. Donc ça, c'est, on va dire, un signal long terme ou court moyen terme sur le Bitcoin. Quand vous verrez cette courbe diminuer, ça sera les premiers signaux macro qu'il faut se méfier. Je rappelle qu'au précédent bull run du Bitcoin, on avait des futurs extrêmement élevés et petit à petit, ces futurs ont diminué et c'est là qu'après, derrière, on aurait pu éventuellement anticiper des signes de faiblesse. Donc on voit que les contrats de Mars se traitent déjà ici sur FTX, avec le plus gros premium sur FTX à 7,69%. Donc c'est des courbes à surveiller éventuellement. Donc si elles continuent de s'accroître, ça serait éventuellement les premiers signes avant-coureurs de la continuité. Et enfin, si elles commencent à diminuer violemment, c'est là où il faudra évidemment se méfier. Donc maintenant, on va passer au numéro 2, d'accord, qui est légèrement oublié dernièrement, c'est Ethereum, d'accord. Donc d'abord, avant de passer à l'Ethereum, je voudrais repasser sur un tweet que j'ai effectué sur Ethereum qui concernait les calls et les put options. Hier, j'ai tweeté sur les ratios call et put, donc les put spread et les call spread. Donc je rappelle brièvement qu'un put spread, c'est plutôt un trade qui est bearish, d'accord. C'est un trade qui généralement porte sur une éventuelle baisse, d'accord. C'est une spéculation sur la baisse. Un call spread, c'est plutôt une spéculation sur la hausse. Donc, ça, c'est des datas de paradigme donc, que j'ai pris sur gvol.io. Donc, je vous mettrai dans la description, gvol.io. Et on voit bien que le ratio donc, des calls est bien plus élevé que les ratios des puts. 8.2, 51.7. Donc, on voit bien quand même que d'un point de vue institutionnel, parce que c'est généralement les institutions qui utilisent Paradigme, d'accord. Donc évidemment, il y a quelques traders particuliers, mais généralement, c'est des gros porte-monnaies qui utilisent ces services. On voit bien que les calls sont largement en faveur des puts. Donc tout ça, ça peut être évidemment extrêmement bullish sur le court moyen terme pour Ethereum. Encore une fois, ça veut absolument rien dire. Ça veut pas dire qu'il faut acheter comme un malade Ethereum. Non, ça veut dire que globalement, il y a un intérêt beaucoup plus spéculatif à l'achat qu'à la vente pour Ethereum. Donc je pense que pour l'instant il est légèrement oublié, laissé de côté, mais que une fois que le Bitcoin aura, on va dire, aura calmé ses esprits, je pense que ça viendra autour d'Ethereum de triompher. Encore une fois, on n'est sûr de rien, c'est un marché. J'ai fait le même travail de support et résistance sur Ethereum et comme vous pouvez le voir, c'est ce que ça me donne sur Ethereum. Donc on voit actuellement qu'on est largement en train de bloquer ici sur cette résistance majeure des 3600. Aucune clôture qui a réussi à se faire au-dessus des 3600. Et on voit aussi, globalement, que pour l'instant, la clôture weekly de la semaine précédente tient relativement bien le prix. D'accord. Donc pour l'instant, c'est vraiment un niveau qu'on a envie de conserver en clôture. Pourquoi ? Parce que éventuellement, sinon, ça nous emmènerait à la prochaine zone ici des 3200. Évidemment, la zone des 3300 est une zone déterminante aussi en clôture. Si vraiment la perd, évidemment, pour aller beaucoup plus bas. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse convergence de signaux ici. Donc, évidemment, ça serait un lieu sur lequel il serait intéressant si on a un niveau d'observer la réaction pour éventuellement passer à l'achat, pour aller chercher à nouveau la résistance weekly, etc. Comment faire pour bien interpréter ce graphique ? Sur le court terme, on voit tout simplement qu'on a un joli range qui se dessine sur Ethereum. Donc, ce range, on pourrait partir, d'accord, de ici de 3300 à 3600, mais je vais partir du range le plus récent, donc qui est de 3360 à 3600, d'accord. Donc ça, c'est le premier range. Donc, je pars du haut vers le bas du mouvement. Et ici, je vois que j'ai un deuxième mini-range qui est en train de se dessiner. Donc, pareil, ici, en 4 heures, on a cette zone entre 3542 et 3400 qui est intéressante. Comme vous pouvez le voir, si je prends, on va dire, le haut et le bas du mouvement, on se trouve pile poil en dessous de la médiane du range. D'accord ? La médiane du range se trouve à 3500. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va observer ? On va tout simplement observer les réactions qui vont se faire aux extrémités du range et sur la médiane du range. D'accord ? Donc, pour moi, c'est comme ça que je trade un range. Éventuellement, si on casse le bas du range ici sur les 3400 et qu'on réintègre, c'est plutôt bullish. D'accord ? Évidemment, si on casse et qu'on continue de baisser, c'est bearish. Et derrière, si on s'affranchit la médiane du range, ça peut être un trade si on a un retest parce qu'on a une invalidation qui est claire. Et derrière, on peut aller chercher le haut du range. On va dire que les zones qui m'intéressent, c'est 3500. Donc, on cherche les réactions qui se trouvent sur les 3500. Et pareil ici, quand on arrive sur le haut du range, tout simplement voir si casse le range ou si on le réintègre. Donc, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est aussi pareil dans le doute
pas grand-chose à signaler, mais on voit bien tout de même que pour l'instant, le support ici des 3400 réagit assez bien et assez favorablement. Donc en plus ici, on voit qu'on a un début de bougie de retournement, d'accord, avec une bougie rouge et derrière ici une bougie qui va certainement clôturer dans 1 heure au-dessus de la clôture précédente. Donc une belle réaction qui se fait ici sur les 3400 et le shop est chargé, d'accord. Donc évidemment, on n'a aucune idée sur le sens du trade, mais tout ce qu'on sait, c'est que le prochain mouvement sera explosif sur Ethereum. Donc, on surveille largement ici les 3500. Un franchissement franc des 3500 pourrait être un premier signal d'une éventuelle hausse pour Ethereum. On va regarder l'indice des altcoins, d'accord, donc qui représente la majorité des altcoins pour savoir un peu qu'est-ce que nous raconte cet indice, d'accord. Je vous rappelle que c'est FTX qui propose cet indice, donc c'est un indice qui est extrêmement intéressant à trader, tout simplement parce que plutôt que de se positionner sur un tas de coins, on a juste à se placer sur l'indice et derrière, on a la possibilité de trader donc une majorité des altcoins. Donc on voit qu'on a eu cette tendance baissière qui s'est mise en place sur les altcoins ici, mais on voit tout de même, quand on regarde l'indice, que pour l'instant, on est dans un macro range, d'accord, dans un range extrêmement important. Donc forcément, quand on sortira de ce range, ça arrivera un jour, on aura, on va dire, une indication plutôt importante sur les altcoins, d'accord. Donc si on a un breakout massif qui se met en place ici, sur les 3220, on verra que les altcoins auront tendance à plutôt bien se porter. Donc pour l'instant, on voit qu'aujourd'hui, la prime s'est accentuée. On était à peu près à 5550 et ici, on est passé à 5100 $. Donc c'est assez positif pour les altcoins dans le sens où on voit qu'il y a un intérêt maintenant plutôt soudain pour acheter les contrats à terme. Donc si on regarde au niveau du RSI, on est sur la zone des 50. On voit que le shop se recharge. Donc évidemment, on va surveiller de près ce qui va se passer ici sur les altcoins. Mais pour l'instant, on est en train, en tout cas, on voit un graphique qui est plutôt résilient, qui pour l'instant a l'air de plutôt tenir. Donc à quel moment, justement, sur cet indice, on fera attention, c'est si on clôture en dessous des 4730 points. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc une consolidation, on est largement sous résistance, on n'a pas réussi à s'affranchir ici des 5200, mais on voit bien que le graphique, que le prix tente de s'en affranchir. On voit une belle bougie de retournement ici en 4 heures. Donc, on va surveiller de près les altcoins. Donc, ça serait évidemment favorable pour les altcoins qu'on puisse sortir de ce range à la hausse. Alors, maintenant, on va passer à mon porte-monnaie. Donc, je ne vais pas passer tous les jours sur l'intégralité de mon porte-monnaie. Je sais que ça en intéresse certains, donc je pense faire de temps en temps sur les minutes marché, donc des spots sur mon porte-monnaie moyen terme. Et là, aujourd'hui, on va parler de diversification. Donc, on va dire que une de mes positions de diversification, c'est l'achat d'actions qui sont sur FTX. Pourquoi j'utilise FTX sur l'achat de mes actions? Tout simplement parce que je ne veux pas avoir 45 brokers. Je suis très content d'avoir un QA ici sur FTX. Je suis content des actions qui me sont proposées par FTX. Donc, j'aimerais bien que dans un futur proche, il y en ait plus. Mais il y a des actions qui m'intéressent. Donc, celle qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est les actions cannabis. Donc, c'est sur les actions cannabis que j'ai effectué un DCA depuis un certain temps. Quel est l'objectif du DCA? Je le rappelle, c'est d'acheter des petits montants chaque semaine ou une fois par mois, etc. Donc, en fonction du type de DCA qu'on fait. Mais le but, c'est d'acheter et encore mieux quand ça baisse continuellement. Donc, c'est ce que j'avais fait pour le Bitcoin. C'est ce que j'avais conseillé à des amis pour le Bitcoin quand le Bitcoin était en tendance baissière. Et le jour où le Bitcoin s'est réveillé, je peux vous assurer que les amis en question qui avaient cru à ma stratégie du DCA m'en remercient encore aujourd'hui. Donc là, c'est les actions Canopy qui m'intéressent, d'accord? Pourquoi ça m'intéresse? Parce que, évidemment, ces actions sont dans une superbe tendance baissière massive. On voit qu'elles avaient fait les feux des projecteurs et, évidemment, après, en février, elles se sont ramassées, d'accord? Il y avait eu tous les journaux spécialisés, CNBC, etc., qui s'y intéressaient, qui parlaient de l'avenir du siècle, etc. Et derrière, évidemment, le crash complet sur les actions. Donc, encore une fois, les actions, c'est un marché qui se rapproche un peu du marché Bitcoin, tout simplement parce que c'est aussi un marché qui est excessivement émotionnel, d'accord? Et donc, c'est un marché sur lequel il est intéressant de se placer quand personne n'est placé, d'accord? Donc, se placer actuellement sur, par exemple, CGC, d'accord, le ticker qui se trouve sur FTX, on se place à l'avance, d'accord? C'est-à-dire que oui, on peut aller largement plus bas, on peut baisser beaucoup plus bas, d'accord? Mais au contraire aussi, on peut finir par avoir un run. Si on compare un peu cette action avec le Bitcoin, vous allez voir qu'il y a certaines ressemblances qui sont assez intéressantes.
Et vous allez voir que les cycles se rapprochent un peu. D'accord? Ici, on voit qu'on a eu un gros run sur le Bitcoin ici en 2017. On a eu le même run sur les actions cannabis avec un run qui est encore allé beaucoup plus haut. On voit que lorsqu'on était plutôt bear, il y avait cette consolidation un peu bearish qui s'est mise en place. Il a eu un run haussier encore à nouveau en octobre 2018, alors que le Bitcoin lui était plutôt baissier. Tendance baissière qui s'est organisée assez longtemps, d'accord, pendant plusieurs années. Donc un peu comme le Bitcoin, un range on va dire baissier interminable, et derrière, gros breakout haussier, qui s'est fait à peu près au même moment que celui du Bitcoin. À l'inverse ici, depuis qu'on a une tendance baissière sur le Bitcoin, lui s'est conservé à la baisse. Donc, est-ce que peut-être ça serait pas la même chose ici où le Bitcoin s'est repris, que lui aussi cette action se reprenne? Ce qui m'intéresse aussi, donc les signaux que je vois qui m'intéressent, c'est tout simplement sur Canopy, cette énorme divergence baissière, d'accord, haussière, d'accord. On voit cette énorme divergence haussière, un shop qui se charge de plus en plus. Et derrière, ici, on voit bien que, en plus de ça, on est sur un support majeur. D'accord? On est sur un support majeur. Si on se met en 3D, on voit bien que globalement, les 13 $, on va dire le prix rond des 13 $, a largement servi de support plusieurs fois. Regardez ici, par exemple, on a eu la déviation, pullback, début du run, pullback similaire. Et derrière, on a eu le run sans précédent jusqu'à 40 $. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse tout simplement de constater cette énorme divergence haussière. Et donc, je me dis qu'il est peut-être temps tout simplement de se placer sur le court moyen terme. C'est un trade qui va mettre du temps. Encore une fois, si vous cherchez à gagner de l'argent et à être riche demain, c'est pas forcément une mauvaise stratégie. C'est tout simplement une stratégie de diversification qui vise tout simplement à se placer sur le court moyen terme sur un autre actif que les crypto-monnaies. D'accord? Si les crypto-monnaies vont mal à ce moment-là, peut-être que lui, Canopy, aura des bonnes news et des updates intéressantes et qui vont faire que le prix va hausser. Encore une fois, je n'ai aucune certitude. Quand je fais un DCA, malheureusement, je n'ai pas de certitude sur la suite des événements. C'est une spéculation. Pour ma part, je vois qu'on est en train de consolider sous ce creux du 6 octobre et qu'on a une divergence haussière. Et donc, je pense que c'est un événement, c'est un lieu, c'est actuellement, on va dire, une action qui peut être intéressante pour les mois prochains. Donc voilà, c'est la petite minute marché qui se termine. Comme d'habitude, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu. Alors, je vous rappelle que dans les commentaires, vous pouvez choisir un coin pour la prochaine minute marché, donc celle de dimanche. Je vous invite à mettre en commentaire votre crypto préférée et ça sera elle que j'analyserai pour la prochaine minute marché. Je vous souhaite un bon trading à tous, soyez vigilants.